Au nord du Sénégal, là où le fleuve Sénégal rejoint l'océan Atlantique, s'étend Saint-Louis, une région au patrimoine naturel, culturel et historique exceptionnel. Depuis des siècles, les populations y vivent en étroite relation avec leur environnement. Fleuves, océans, zones humides, mangroves, ressources halieutiques, activités agricoles, tourisme et patrimoine culturel façonnent un espace où la nature et les sociétés évoluent dans un équilibre aussi précieux que fragile. Aujourd'hui, cet équilibre est mis à l'épreuve. Les effets du changement climatique, l'érosion côtière, la pression croissante sur les ressources naturelles et les nouvelles perspectives liées à l'exploitation des hydrocarbures redessinent progressivement les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la région. Comment préserver ces écosystèmes tout en accompagnant les aspirations au développement durable des communautés qui en dépendent? C'est pour mieux comprendre ces réalités que l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé une sortie pédagogique d'une semaine à Saint-Louis. Durant cette semaine à Saint-Louis, étudiants et enseignants iront à la rencontre des écosystèmes, des communautés locales, des autorités administratives, des services techniques et des différents acteurs engagés dans la gestion de ce territoire. Avant le départ, le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, Dr El Hadji Mamadou Sonko, revient sur les objectifs de cette mission pédagogique et l'importance de cette immersion dans la formation des futurs professionnels de l'environnement. Je me nomme Dr El Hadji Mamadou Sonko, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement et directeur de cet institut. Actuellement, l'Institut s'est déplacé avec un certain nombre d'étudiants pour aller faire ce qu'on appelle l'école de terrain, qui est une activité qui se passe chaque année et qui mobilise en fait les promotions sortantes. Et ces promotions sortantes choisissent un thème sur lequel cette activité se réalise. Cette année, nous avons choisi Saint-Louis avec une problématique qui est tissée autour de la mangrove, de sa conservation, en lien avec les enjeux de l'exploitation du pétrole, mais surtout du gaz, parce que c'est le gaz qui concerne Saint-Louis, mais aussi le changement climatique qui est aussi une réalité actuellement au Sénégal. Le voyage s'est très bien passé. On est bien arrivé, sain et sauf, un peu fatigant. Dans l'ensemble, ça allait. Je m'appelle Hassan Boudiabou. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de la Faculté des sciences techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous sommes dans la région de Saint-Louis dans le cadre d'une sortie pédagogique, comme on avait l'habitude de l'appeler jusqu'à cette année. En effet, nous avons décidé de l'appeler désormais l'école de terrain. Et cette école de terrain est organisée à la fin de la formation de nos étudiants de master. Pourquoi cette école de terrain?
Nous avons l'habitude de dire que les enseignements dispensés en salle doivent, dans la mesure du possible, être complétés par des activités de terrain. Et cette sortie pédagogique qu'on appelle maintenant école de terrain nous donne l'occasion de fournir à nos étudiants l'opportunité de travailler en interdisciplinarité, d'habiter ensemble pendant une semaine, de réfléchir ensemble sur un thème, de s'exercer à la cohabitation, mais aussi et surtout d'illustrer par l'observation, par les entretiens semi-structurés individuels, par les focus group, un certain nombre de cours que les enseignants n'ont pas eu la possibilité d'illustrer sur le thème. Durant une semaine, les étudiants et les enseignants de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont sillonné la région de Saint-Louis, à la découverte de ses écosystèmes, de ses paysages et des enjeux qui façonnent son développement. Parmi les écosystèmes observés au cours de cette sortie, la mangrove occupe une place particulière. À première vue, elle peut sembler fragile et silencieuse. Pourtant, derrière ces arbres adaptés aux conditions particulières des milieux estuariens, se cache un écosystème d'une grande importance écologique. La mangrove constitue un habitat pour de nombreuses espèces animales. Elle participe à la reproduction et au développement de certaines ressources halieutiques. Parce que quand on plante des rhizophora, il y a des huîtres qui se fixent et là on peut faire de l'ostréiculture. Et comme il l'avait dit, ces racines-là, d'habitude, ça creuse et il y a des poissons même qui entrent dedans pour pouvoir pondre. Et c'est là qu'on appelle là des zones de frayère. C'est des zones de prolifération des produits halieutiques. Il y a le poisson, il y a les huîtres, il y a l'arche et il y a les crevettes. Vous voyez? Donc, comme on l'avait dit au bureau, c'est ça les rhizophora, racemosa. Donc, le terme racemosa, pour revenir un peu sur le racemosa, parce qu'il y a le professeur qui est un botaniste. En botanique, il y a ce qu'on appelle le genre, en systématique, il y a ce qu'on appelle le genre et l'espèce. Hein? C'est du genre rhizophora, mais espèce racemosa, caractérisée par une inflorescence en racine. Parce que dans sa formation, ces fleurs émergent sous forme de racines. C'est un type d'inflorescence. Il y a des inflorescences en bouquet, il y a des inflorescences qui sont uniques, mais il y a des inflorescences en racine. Cette espèce de rhizophora est caractérisée par une inflorescence en racine. C'est pour cela qu'on l'appelle Rhizophora racemosa, qui est différent du Rhizophora mangle qu'on trouve dans le Gandiolé et deux autres espèces que le capitaine Gomis a eu à vous exposer. Donc, un peu en amont, c'est ce qu'on appelle l'Avicennia africana. Vous le voyez qui est doté de pneumatophores. Pneumatophore, qui dit pneumatophore, bon, du pneumatique, bon, c'est lié à la respiration, quoi. Donc, c'est ces arbres de bâtons-là, bon, c'est des racines, hein. C'est pas des jeunes pousses, c'est pas des trucs, c'est des racines. C'est ce qu'on appelle des pneumatophores. C'est ces racines-là que vous voyez. Vous voyez, vous avez aperçu l'Avicennia africana. Oui, avec les racines sous forme de tige. Donc, il respire avec ces racines-là. Et en plus aussi, ces racines constituent un détalonisant biologique.
Parce que quand il y a un excédent de sel, on voit qu'au niveau superficiel, c'est blanchâtre. Donc vous voyez, donc c'est des désalinisants biologiques. Donc ce qu'on vous explique au bureau, au niveau extra-muros, c'est ça. Il y a les rhizophora, il y a les Avicennia. Et cette école de terrain a suivi un programme qui comprend 2 volets. Un premier volet qui consiste à aller vers des personnes ressources individuelles, en communauté, sous forme d'organisation communautaire de base, mais aussi à aller vers les structures comme les organisations non gouvernementales, comme les services techniques de l'État, la pêche, les eaux et forêts, afin de recueillir un certain nombre d'informations. Le deuxième volet de cette école de terrain consiste à aller sur le terrain pour observer, avec bien sûr l'appui, l'orientation, la conduite et les explications de membres de services techniques de l'État. Comprendre un territoire exige de croiser les regards. Au fil des rencontres avec les autorités administratives, les services techniques, les chercheurs, les communautés locales et les usagers des ressources naturelles, les étudiants ont découvert bien plus que ce que révèle l'observation du terrain. Chaque acteur détient une part de l'histoire, de la mémoire et des enjeux de ce territoire. Ces échanges ont permis de mieux comprendre les pressions qui s'exercent sur les écosystèmes, les initiatives déjà mises en œuvre pour les préserver, ainsi que les nombreux défis auxquels les acteurs locaux sont confrontés au quotidien. Ils rappellent surtout qu'une gestion durable de l'environnement ne peut se construire qu'à travers le dialogue, la coopération et l'engagement collectif. Car préserver un territoire, c'est avant tout unir les savoirs, les compétences et les volontés au service d'un même objectif. Transmettre aux générations futures un patrimoine naturel vivant et résilient. Le deuxième aspect maintenant, c'est l'effet d'avoir le temps de se préparer. Parce que vous êtes là depuis pratiquement 13 heures, vous avez eu tout un après-midi pour pouvoir faire une synthèse, se préparer pour la présentation et naturellement aussi on a en termes de qualité par rapport au rentabilité qu'il faut faire devenir expert à cette pression. Parce que là, c'est un atout pour nous. Le fait d'avoir eu beaucoup de temps pour faire des présentations. Effectivement aussi, on se rend compte qu'au niveau de la présentation orale, il y a eu beaucoup de... Je suis Madame Beng, Dr Binet Ndiaye, enseignante-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement, spécialiste en urbanisme et aménagement du territoire. Depuis une semaine, les étudiants, tous vraiment engagés, et parce que cet engagement-là se voit d'abord la veille par la préparation. Tout le monde est là dans la salle, parfois très tard dans la nuit, mais malgré tout ça, le réveil, même s'il est difficile, quand même, il y a le courage pour pouvoir se réveiller et aller vers la collecte de l'information. En ce qui concerne la présentation du TIFA atouts et limites, concernant les atouts, le TIFA pouvait être utilisé pour la nourriture du bétail, la fabrication des grilles écologiques, des isolants thermiques, la fabrication de certains modules, le biochar, la chambre bioclimatique. Entre 1954 et 2017, par exemple, le 40% des espaces du mangrove. Entre 1954 et 1980, une déperdition de 1,2 hectares par an. Et entre 1980 et 1997, une déperdition de 9,2 hectares par an. Et aujourd'hui, on compte la surface actuelle de la mangrove à 1000 hectares. Je m'appelle Aileen Denet, je suis une étudiante en échange de l'Université de Genève. Cette semaine, nous nous sommes rendus à Saint-Louis pour étudier la mangrove. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante, où on a pu dialoguer avec des personnes qualifiées, qui ont su répondre à toutes les questions que nous avions. Puis nous avons mis tout ça en forme, un travail très intéressant et très enrichissant. Je suis Aruna Ido,
Bon, je suis en master général 10 à l'IEC. Bon, nous sommes venus dans le cadre de la sortie pédagogique qu'on a intitulée École de terrain 2022. Et depuis le 13 au 20, nous sommes ici en train de suivre la formation pratique dispensée par les professeurs. Vraiment, j'ai remarqué que c'est vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Avec, à partir de la théorie que nous avons appris à l'école, on a vu vraiment la pratique sur la mangrove et sur d'autres choses beaucoup. Moi, c'est Makora Kamara, étudiante en Master 2 en gestion des ressources naturelles et développement durable à l'Institut des sciences de l'environnement. Et l'école de terrain nous a permis particulièrement à moi d'augmenter mes capacités de travailler en groupe, mais aussi de faire des entretiens avec des autorités, la population locale. Ça m'a permis de m'améliorer en langage, en communication. Et je remercierai jamais les professeurs pour ça. Merci. Donc, moi, c'est le professeur Cheikh Diop, membre de l'encadrement de cette sortie pédagogique qui vient de toucher à la fin. Je suis enseignant vacataire à l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, nous arrivons au terme de cette sortie pédagogique 2021-2022. Le travail était intense, le travail était immense, mais les participants ont su relever le défi. J'ai l'habitude de dire qu'à l'Institut des sciences de l'environnement, on rentre en graines, on sort en farine. Et ça, c'est un bel exemple qui illustre à dessein ce que mes propos. Au terme de 2 ans de formation, les étudiants de diverses promotions, en Gérénat et RSC, ont rempli leur mission de dernière unité d'enseignement. Le travail était immense, comme je viens de le dire. Les séances ont été très longues, très tardives, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, mais on a eu une bonne satisfaction. Donc c'est le lieu de remercier aussi bien les étudiants, l'ensemble des étudiants de toutes les promotions, que de l'encadrement. Parce que nous avons encore une fois su relever le défi. Cette sortie pédagogique a commencé dès le début de la création de l'Institut des sciences de l'environnement. D'année en année, ça s'améliore. Et cette année, les étudiants, aussi bien l'encadrement, ont su relever le défi et mettre la barre un peu plus haut que d'habitude. Donc nous espérons que les anciennes promotions sauront s'inspirer de ce qui a été cette année et relever encore le défi.